exposer. Ok, donc on est prêt. Business model. Oh, ah c'est vert. Première question pour vous, qui n'a rien à voir avec les business models. Mais il faut de temps en temps pouvoir un peu tester votre culture générale. En Suisse, il y a 10 ans, un ménage suisse consommait pour à peu près 100 francs, 100 $, disons, de café, 8 kilos. 10 ans plus tard, donc grosso modo 2005-2014, combien un ménage suisse dépense-t-il pour son café annuel? Un chiffre. 500? 500? 500. Bon. Donc ça veut dire que si tous les postes suivaient ça, il n'y a pas d'inflation en Suisse. Hein. Et donc si tous les postes de ménage suivaient 500, ça voudrait dire qu'on devrait avoir un salaire 5 fois supérieur. Hein. C'est beaucoup, non? Ok. Un autre chiffre. 250. 250. En fait, il n'était pas net la vérité. Hein. Donc à 6 à 8. Et ce n'est pas à cause de Clooney, mais c'est à cause du phénomène Nespresso. Donc c'est à peu près une capsule Nespresso, c'est à peu près 40-50 centimes. Et le café, pour la même quantité, était à peu près entre 5 et 8 centimes à l'époque. Et donc ça veut dire que les gens ne boivent pas plus de café, mais consomment plus de café. Donc ma question à partir de là, puisque vous connaissez tous Nespresso, c'est quoi le business model de Nespresso? Aucune idée. Aucune idée. Je bois pas de café. Ah oui, mais j'ai dit c'est un test de culture générale, pas de gastronomie. Hein. C'est quoi le business model de Nespresso? La vente des capsules. La vente des capsules. Facilité. Uniformiser. Le goût, l'expérience de café. La boutique, le luxe, quoi. Donc, si vous avez été capable de dire à peu près ce que c'était le business model de Nescafé, je vous demande maintenant, ça veut dire que vous avez une assez bonne idée de ce que c'est un business model. Parce que quand on lui répond facilité, lui répond café, lui répond vin, il y a presque une perception un peu différente, c'est juste. Donc, si on se posait la question de ce que c'est un business model, c'est quoi un business model? Oui? On commence par vous? Un business model, c'est sur la façon dont on va se démarquer de nos concurrents. La façon de se démarquer les concurrents, on va prendre ça en tête. Une deuxième idée de ce que c'est un business model, oui? Un besoin inconnu. Un besoin inconnu, donc un business model, c'est un besoin inconnu. Comment on va faire des sous? Comment on va faire des sous? Regardez un peu, hein, entre votre définition, le besoin, comment faire les sous, on est dans ce phénomène-là. Et ça reste encore en 2014, ça l'était en 2000 ou quand on a commencé à travailler là-dessus, on est en train de se parler. Alors si on n'est pas dans la même entreprise, c'est pas très grave parce qu'il a sa vision, lui il pense que c'est un besoin, lui sait faire des sous, bah, ok. Mais si on est tous dans la même entreprise et qu'on a trois visions aussi différentes de ce que c'est un business model, ben, chacun parle comme ça. Et ça arrive fréquemment. Alors que si vous étiez des comptables dans la salle, je vous demande ce que c'est un bilan, ben, tout le monde va me dire à peu près ce que c'est et on va partager la vision entre eux. Donc, on voulait en fait trouver un langage commun, quelque chose qu'on puisse utiliser et qu'on puisse dire, le temps qu'on définit le business model, on accepte que c'est la même façon de dire les choses. Et on voulait trois caractéristiques. On voulait qu'il soit simple. Là-bas, j'ai mis un bébé, mais en fait, dans ma tête, c'est l'entrepreneur que je visais. Et depuis plus récemment, là, je mets aussi le CEO d'une entreprise. Ces gens n'aiment pas les modèles compliqués. Ils ont des assistants, ils ont des super spécialistes autour d'eux, mais eux, dans les salles de réunion, vraiment au haut niveau, plus simple c'est, le mieux c'est. Donc si on commence avec des flèches, des boîtes et tout ça, ça commence à être au-dessus de leur seuil cognitif. Deuxième chose, holistique, c'est-à-dire qu'on voulait un modèle qui couvre un peu plus que le besoin, un peu plus que faire l'argent, un peu plus que... Donc on voulait quelque chose qui soit quand même assez global, mais où chaque pièce rentre bien les unes dans les autres. Ça, c'était la deuxième. Et la troisième chose, depuis le début, on était convaincus qu'il fallait une vision visuelle, qu'il fallait une version visuelle, qu'on devait voir les choses, pas simplement blablabla. D'accord? Vraiment. Ça, c'était nos trois objectifs. Et ici, juste une petite vidéo pour... Is the business model canvas. It's just what Beth and Carl will need to craft a powerful business model, and it can do the same for you. Let's dive in and see how it works. There are 9 essential building blocks that make up any business model. When you get all 9 blocks working together, you'll have answered the fundamental questions any business model must solve. We'll start here with customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value.
The customer relationships outline the types of relationships you're establishing with your customers and how you're acquiring and retaining them. Pricing mechanisms through which your business model captures value are documented under revenue streams. The key resources show which assets are indispensable in your business model, so you can describe the infrastructure you need to create, deliver, and capture value. The key activities show which things you need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. Any business model can be mapped this way. 9 building blocks working to reinforce and strengthen each other. Ok. Alors j'ai presque tout mis en français depuis que je suis au Québec, parce que je sais que vous êtes assez sensible, sauf la vidéo. Le reste, vous allez voir, il y a encore un exemple, mais normalement tout est en français. Alors donc ça c'était les 9 blocs. Et je vais les revisiter, pas théoriquement, je vais vous donner un exemple, on va visiter un peu ces 9 morceaux. Il faut bien voir que dans ces 9 morceaux, il y a 2 grandes parties en fait. Il y a ici ce qu'on appelle ici à droite le front stage, la scène. C'est-à-dire que tout ça, le client le voit. Il voit les produits, il voit le canal, il voit comment on fait l'argent, il voit, parce que soit il paye, soit il va dans le magasin, soit il achète le café. Et ici, c'est le backstage, derrière la scène, parce que c'est des choses que souvent le client ne voit pas beaucoup, mais que vous êtes forcé de faire pour offrir la proposition de valeur. Donc gardons ça en tête, ces 2 petits morceaux, ces 2 grands morceaux, et on les reverra après. Et en fait, quand on a dit tout à l'heure une représentation visuelle, ben voilà, j'ai nettoyé un peu, j'ai enlevé les petits dessins, et on a gardé ce canevas, ce cadre, et ça va être en fait la façon pour nous de créer un business model en grand, en petit, avec des post-it, avec des images, avec des crayons de couleur, avec n'importe quoi, mais c'est vraiment ça l'idée. Et ces 9 blocs, ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont à peu près là, la visualisation depuis, je sais pas, une petite dizaine d'années, et qui n'a plus bougé. Et donc ce canevas que vous allez utiliser aujourd'hui, je vais vous mettre à contribution dans un moment, a été descendu sur notre site peut-être 3-4 millions de fois, et il est reproduit n'importe où parce qu'en fait il est en licence CC, Common License, c'est-à-dire que n'importe qui peut le descendre, même le modifier à condition qu'il garde Business Model Generation dessus, mais sinon il peut tout faire. Alors je vais prendre un exemple. Qui connaît Airbnb? Oui, bien sûr. C'est quoi la définition alors? Mais donc je reviendrai dessus parce que vous allez le comprendre en cours de route, mais ça serait dommage de tout donner au début. Il faut que vous restiez dans la salle, à part moi. Alors, Airbnb, vous connaissez, donc c'est un site comme ça, on va voir un peu ce qu'ils font. Alors, juste une petite histoire avant. Donc ça, c'est Joe Gebbia et son collègue, créateur, Brian Chesky. En fait, ils vont gagner 1000 francs en une semaine, juste en mettant un matelas comme ça dans leur appartement. C'est des étudiants, des gens en Californie, parce qu'un certain nombre de participants à une conférence internationale universitaire ne veulent pas aller à l'hôtel et cherchent une sorte de bed and breakfast, ils n'ont pas trouvé, donc ils vont chez l'habitant. Ça, c'est bon. C'est l'idée de départ. Donc, en fait, ils vont essayer d'imaginer un petit business à partir de là. Mais je dis petit business parce qu'on va voir qu'il y a un gros défaut dans ce business-là au départ. De mettre en correspondance les gens. Et donc voilà, on va retrouver une proposition de valeur qui fait du sens pour les voyageurs qui n'ont pas envie d'aller à l'hôtel ou qui n'ont pas beaucoup d'argent. On va retrouver une proposition de valeur pour les propriétaires ou des gens qui ont un appartement et qu'ils acceptent de mettre à disposition moyennant rétribution. Ils vont utiliser des annonces, une façon de joindre le client, de toucher le client, qui sont des petites annonces, plutôt ce modèle-là au début. Et ils pensent avoir un partenaire qui sont les organisateurs de conférences internationales, mais dans leur région. Un gros problème, ils n'ont pas de modèle de revenu. Et pourquoi? Parce que eux, comme c'est un de ces acteurs, un de ces clients, ils gagnent un peu d'argent quand des gens viennent dans leur appartement. Mais le business en tant que tel qu'ils avaient imaginé ne fait pas d'argent parce qu'une fois que la personne a trouvé, une fois que la personne est d'accord de mettre à disposition, ils se mettent d'accord entre eux. Donc ça leur échappe. Donc il y a un troisième partenaire qui vient, Nathan, et qui dit on va jouer dans le grand maintenant, ça marche ce truc-là, ça a l'air d'être attractif, mais on va changer votre modèle. On va aller à l'international et on va construire une sorte de place de marché, un peu comme à la limite Booking ou Expedia, mais pour des gens qui mettent à disposition leur propre appartement, donc des non-professionnels. Ok, alors ils vont changer ce business model et on va revisiter les 9 blocs. Donc première chose, ils gardent une proposition de valeur qui fait donc une offre qui fait du sens pour
les voyageurs, ils gardent une offre qui fait du sens pour les propriétaires et ils ajoutent quelque chose en proposition de valeur qui est une vraie capacité de faire le matching. Donc tu cherches 3 chambres à Tokyo, machin, on va mettre en contact et on va choisir. Mais ils vont changer le canal de distribution. Au lieu de prendre les petites annonces, ils vont avoir leur propre canal. Donc, ils créent un site web avec Airbnb.com. Ils vont utiliser les médias sociaux que vous reconnaissez là, YouTube. Donc, ils vont utiliser une façon directe de contacter le client avec leurs propres moyens, leur propre façon d'atteindre le client. Ça, c'est le canal de distribution. On peut imaginer, bien sûr, pour d'autres business, d'autres canaux de distribution. Ça peut être les camions de la poste, ça peut être une structure de distribution, ça peut être un partenaire, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans leur cas, ils en font un business uniquement Internet. On verra d'autres exemples plus tard. Et dans la relation client, donc la façon de garder une relation un peu, ils vont créer cette idée communautaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui acceptent de mettre à disposition leur propre appartement, d'aller plutôt chez des locaux plutôt qu'à l'hôtel ou dans des bed and breakfast officiels. Donc ils vont fort communiquer là-dessus et essayer d'avoir une relation très je fais partie un peu du club Airbnb ou Uber pour les voitures ou d'autres. Donc ça, c'est lié. Et ils vont venir avec un vrai modèle de revenu. Donc ils vont aller chercher de l'argent à la fois de ces gens-là et de ces gens-là. Donc ils vont aller chercher grosso modo 9% des voyageurs et 3-6% des propriétaires. D'accord ? Et donc sur chaque transaction qui se fait ici, ils prennent à peu près 10%. Donc ça, c'est le modèle de revenu. Et ça, c'est tout ce que le client peut voir, parce que lui, le client, il sait bien qu'il paye un peu, qu'il y a une partie de sa contribution, il sait bien qu'on travaille là-dessus. Par contre, les choses qu'on voit un tout petit peu moins, c'est que bien sûr, derrière, ils ont besoin. Alors, ce qu'on appelle les ressources clés, c'est en fait les choses qu'il faut avoir, donc c'est que je possède pour faire quelque chose. Et les key activities seront les choses que je fais. Donc, j'ai des choses, je fais des choses. Par exemple, j'ai un entrepôt. Ok, c'est j'ai. Je gère ma logistique, c'est gérer. Ici, quelles sont les grandes ressources de Airbnb? C'est 1, l'infrastructure, principalement informatique. 2, c'est le listing des objets. Ils ont 500 000 objets, donc c'est un vrai truc qu'ils ont en main. Au pire, ils revendent la société. Il y a 500 000 acteurs qui sont prêts à mettre à disposition leur maison là-bas. Et ils ont des talents, ils ont des gens, ils ont recruté des spécialistes de la gestion de destination, gestion touristique, gestion. Donc ça, c'est des choses qu'ils ont. Une fois qu'on a quelque chose, on peut faire quelque chose. Et quand on a un business de type, ce qu'on appelle double marché, c'est-à-dire qu'il y a 2 propositions de valeur, une qui fait du sens pour cette population de clients, une autre qui fait du sens pour celle-là, on a souvent, presque toujours, 3 grands types d'activités. On gère des clients. Le marketing, mais aussi on gère le fait qu'il est inscrit, qu'il a payé, qu'il a réclamé. Donc on fait la gestion client. 2, on gère le service qu'on offre, ou les services qu'on offre. Dans ce cas-ci, on offre la réservation. D'accord ? Donc ça, c'est les services qu'on va mettre à disposition. Et enfin, on gère une infrastructure, qui dans ce cas-ci est informatique. Et dans le cas d'une banque, elle a des succursales, elle a des machines ATM ou des machines billets. Certaines activités, moi, je ne suis pas spécialiste et ça me coûte trop cher de le gérer, ou bien parfois, je n'ai pas la ressource et je dois l'acquérir. Donc, on fait un partenariat plus ou moins stratégique. Par exemple, le paiement est une chose qu'on ne va pas faire. Il y a des gens qui savent faire, c'est PayPal, c'est les gens de carte de crédit. Donc, on fait un accord avec eux et on n'a pas besoin de faire ce service. Récemment, ils ont engagé des photographes professionnels pour mettre en valeur certains objets. Ils n'ont pas embauché des gens, ils ont été chez des grandes agences pour faire. Ils ont aussi plus récemment contracté un gros partenariat avec des sociétés d'assurance pour faire en sorte que si, comme c'est arrivé, il loue mon appartement, il le détruit parce qu'il fait une grande fête dedans et puis il a rempli plein d'eau dans la maison, ça je serais un peu embêté. Donc au début, il y a eu des grosses complaintes. Et puis maintenant, justement, ils ont pris une assurance, donc vous êtes couvert jusqu'à $90 000. Et enfin, il y a une structure de coûts qui sont dans ce cas-ci les coûts qui correspondent grosso modo à ces 3 grandes activités. Et ça, c'est à peu près le modèle de Airbnb. Au niveau où on est en train d'essayer de définir l'ADN de l'entreprise. Donc ça, c'est un modèle. Et juste pour visiter quelques résultats. La croissance de cette société est spectaculaire. Regardez, en 2010-2012, la courbe est ici. Si on regarde la courbe des nombres d'objets, c'est comme ça, et vous pouvez la continuer, parce que maintenant ils sont à 500 000, donc c'est vraiment ça suit. Mais ce qui est assez spectaculaire, c'est ça aussi, c'est le fait que, ça c'est New York en 2008, 3 ans plus tard, ça c'est New York.
le nombre d'appartements couverts à New York. Et quelque chose qui est très spectaculaire, c'est que les appartements qui sont ici à New York, en tout cas les propriétaires ou des locataires qui sous-louent, en guillemets, ou ce qui pose un problème, en fait gagnent à peu près $1,500 par mois. Oups, on revient en arrière d'un. D'accord? De revenus. Donc c'est-à-dire que le client gagne de l'argent. Nous, on sait que notre société fait 10% à peu près, mais donc c'est un système dans lequel le client de cette société gagne plus d'argent que moi, enfin, d'une certaine façon. Ok. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est assez disruptif? Une bonne façon de voir. Quelle est la réaction des hôtels et des bed and breakfast officiels? Au début, c'est des gamins, quoi. Ils jouent, ils viennent, ils n'ont aucune chance. Ouh! Ils me prennent pour, on a vu tout à l'heure, quelques millions. Ah non, ça c'est pas fair play. Hein? Donc, boum, on va à la cour. D'accord? Et on va au tribunal, on dit, hey, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas la sécurité, t'as pas la licence, t'as pas. D'accord. Alors parfois, ils gagnent, et parfois c'est eux. Et parfois, ici récemment, Airbnb, when's New York called victory? Donc ça arrive. Donc ça, c'est difficile à dire. Et c'est la même chose pour Uber et d'autres acteurs comme ça dans d'autres secteurs. Ça, c'est... Mais c'est normal, un entrepreneur, il sait qu'il va perturber le jeu.